Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maxime Baron. Maxime Baron, tu es le CEO et le cofondateur de H Consulting. Donc H Consulting, pour faire simple, puisque tu vas compléter, c'est une agence de conseil et de communication qui est spécialisée dans les produits liés à la blockchain et au Web3. Je te laisse développer plus précisément ce que vous proposez. Merci beaucoup à vous deux pour l'invitation déjà, c'est adorable de votre part. H Consulting, c'est effectivement une entreprise qui accompagne les entreprises qui souhaitent se lancer dans le Web3 ou avoir de l'accompagnement côté crypto. En réalité, on a deux missions. Aujourd'hui, on a deux grands types de missions qui sont un, la communication de manière générale, et deux, le conseil en communication. Je me permets de faire une distinction entre les deux parce qu'aujourd'hui, il y a différents types d'entreprises qu'on accompagne et en fonction de la taille de l'entreprise qu'on accompagne, on n'aura pas les mêmes services associés puisqu'on accompagne des startups crypto qui veulent lancer un produit, qui veulent lancer une initiative quelconque, qui utilisent la blockchain d'une manière ou d'une autre, mais on accompagne aussi des grands comptes qui lancent eux des initiatives un petit peu plus grosses. Je vais donner deux exemples. Lacoste qu'on accompagne depuis quelques temps sur toutes leurs initiatives NFT, Renault avec qui on travaille aussi, on a travaillé avec pas mal de personnes côté Web 2, mais l'origine vraiment de notre activité, ça reste le Web 3. Pour vous donner un petit peu de visibilité sur l'histoire de l'entreprise, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec Asher en 2020. À la base, c'était vraiment une entreprise sur laquelle on travaillait tous les deux, que lui avait créée en fait pour travailler avec ses annonceurs, donc avec les annonceurs d'Asher entre guillemets, enfin avec qui Asher travaillait. Et ensuite, on s'est étendu à énormément de choses différentes. Et aujourd'hui, voilà, on a le côté communication, le côté conseiller en communication, et on accompagne plein d'entreprises différentes sur ces sujets-là. Et vous êtes combien dans l'équipe actuellement? On est une petite dizaine à ce jour. On est basé à Luxembourg. En fait, on fait partie d'un écosystème de 5 entreprises. Donc, il y a Meria, Descoin, Vivoca, Tada et H Consulting. On est tous dans l'est de la France, sauf H Consulting, du coup, qui est basé à Luxembourg. On est une petite dizaine aujourd'hui et on s'agrandit progressivement. Et d'où est venue cette idée de faire cette société? En fait, la base de l'histoire que je racontais tout à l'heure, c'est que moi, à la base, j'ai commencé à travailler avec Owen en tant que client. J'étais le client d'Asher, en fait. À la base, donc en 2018-2019, je travaillais dans une entreprise qui tokenisait des métaux précieux. Je suis rentré dans la crypto assez tôt, en réalité non, c'est fin 2017, début 2018, et à ce moment-là, je travaillais justement dans une société qui visait à tokeniser des métaux précieux, enfin, qui tokenisait des métaux précieux et qui les tokenise toujours, une société qui s'appelle aucoffre.com, en réalité c'était Verawan, une filiale du groupe aucoffre.com qui est basée à Bordeaux, et on avait en fait toute une stratégie de communication qui était basée sur les créateurs de contenu spécialisés dans la crypto, et Asher en faisait partie en fait. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec lui la première fois, et on a commencé à travailler ensemble comme ça. J'étais vraiment client d'Asher et je l'ai rejoint. On a commencé à travailler ensemble sur cette entreprise-là, et ça s'est développé en fait au fur et à mesure, puisque à la base, encore une fois, je ne travaillais qu'avec Owen, avec ses annonceurs à lui, c'est-à-dire qu'il y avait des entreprises qui prenaient contact avec Asher pour faire de la communication sur le territoire français. Parce qu'à l'époque, Asher était entre guillemets le seul. Il y en avait quelques-uns, mais c'était vraiment le tout début. Et en fait, on s'est retrouvé après le crack Covid de mars 2020, on s'est retrouvé avec un très bon problème qui était que il y avait beaucoup trop de demandes par rapport au volume que Owen souhaitait traiter, parce que on a un fort souci de qualité et on veut pas sacrifier justement la qualité pour la quantité. Et donc c'est face à ce problème-là qu'on a commencé à travailler avec d'autres créateurs, avec d'autres médias. Et aujourd'hui, en fait, on travaille avec plein de partenaires différents. C'est-à-dire qu'on va faire de l'influence, on va faire du média, on va faire de la radio, on va faire de la télévision, on va faire du cinéma. On couvre un spectre de complexité qui est extrêmement large. Pourquoi je parle de spectre de complexité? Parce que la blockchain est un outil. On peut en faire absolument ce qu'on veut.
On peut aussi faire des conneries avec, hein, mais on essaye de pas être proche des personnes qui font ça. Comme la blockchain est un outil, on peut créer des choses, des produits ou des services plus ou moins complexes. En fonction du niveau de complexité du produit et en fonction de votre business model, vous allez avoir des stratégies d'acquisition qui vont être différentes. Il va falloir parler à des audiences qui sont plus ou moins, en fait, éduqués sur ces sujets-là. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir aiguiller nos partenaires dans la bonne direction et de dire voilà, bah écoute, tu as ton produit, c'est un AMM cross-chain, tu as un niveau de technicité qui est très élevé. Il faut que les audiences à qui tu parles soient justement assez éduquées pour pouvoir être réceptive à la communication qu'on va mettre en place. Ou alors, ce que tu mets en place, c'est un wallet, c'est un simple wallet, ou une interface comme une plateforme d'échange, par exemple. Là, on peut s'adresser à une communauté un petit peu plus large, voire s'adresser à une communauté encore plus large que celle de la crypto, puisqu'on travaille pas que avec des communicants Web3, on travaille aussi avec des créateurs et des créatrices traditionnels, j'ai envie de dire, qui sont un petit peu plus proches du monde de la tech que le monde de la crypto de manière générale. Mais voilà, on couvre ce spectre. On couvre un spectre de complexité, encore une fois, qui est assez large, à partir du moment où il y a une interaction avec la blockchain. On pourrait faire de la communication de manière générale, mais ça nous intéresse pas trop. On a vraiment cette passion de base, on aime bien bidouiller, on aime bien explorer, on aime bien trouver des nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, on les trouve justement en passant du temps auprès de l'écosystème. En passant du temps auprès de l'écosystème, qu'on arrive à adopter ces valeurs et ensuite pouvoir éduquer nos clients sur comment s'adresser à cette communauté-là, que nous, on a appris à connaître au fur et à mesure des années. Donc déjà, vous apprenez à comprendre le produit et après, comment l'expliquer au mieux et vous organisez la communication. Ouais, c'est ça. En fait, on a une grosse... Quand on prend contact, quand on a des premiers contacts avec des personnes, avec des clients ou des entreprises avec qui on peut travailler, on a toujours une première étape assez importante de due diligence et de compréhension. C'est-à-dire qu'on va comprendre le produit ou le service qui est associé, mais la majorité du temps, ça reste un produit. Est-ce que le produit est pertinent? Pourquoi il est pertinent? À qui il s'adresse? Est-ce que c'est le premier sur son marché? Est-ce qu'il y a véritablement un produit derrière aussi? Parce que malheureusement, la crypto, de temps en temps, c'est une industrie de promesses et il faut savoir faire la part des choses. Avec la force d'impact qu'on a aujourd'hui, il faut qu'on puisse pas forcément garantir parce qu'on reste humain et on fait toujours des erreurs, mais on doit faire notre possible pour mettre en avant des choses qui sont pertinentes et mettre en avant des choses qui existent de manière générale. Parce que malheureusement, il y a eu quand même pas mal de ratés dans l'industrie. On est à l'explosion cambrienne d'une industrie, donc forcément, il y a beaucoup de choses neuves, beaucoup de choses qui sont en train d'être testées. Mais nous, notre rôle, et même auprès de nos partenaires, que ce soit auprès de nos clients comme de nos partenaires, notre rôle, c'est de faire en sorte que tout se passe bien. Et forcément, si le produit de base n'est pas forcément intéressant et ou pour d'autres raisons est un produit qui a des tendances un petit peu négatives, je vais dire ça comme ça, c'est des choses auprès desquelles on essaie de pas s'accrocher parce que ça crée que des problèmes, quoi. Mais et donc du coup, c'est que des offres personnalisées. Il y a ce rendez-vous que vous établissez. Enfin, il suffit d'aller sur votre site internet, de demander un call. Et après, du coup, par rapport à une échelle de prix, c'est ça que je me rends pas compte du tout. Est-ce que déjà c'est que personnalisé? Est-ce que c'est par rapport à chaque client un tarif, ou est-ce que tu peux donner une échelle environ pour une campagne, par exemple pour un projet NFT qui souhaite peut-être communiquer de façon prendre un prestataire en tout cas. Est-ce que du coup c'est par rapport à une échelle ou c'est vraiment que c'est unique et c'est par rapport à la... C'est du full customisé en fait, si tu veux, parce que encore une fois, on accompagne des types d'entreprises qui sont radicalement différents. Dans le sens où on accompagne des startups et on accompagne des grands groupes et on accompagne aussi toutes les sociétés qui sont entre les deux, qui ont déjà fait plusieurs rounds de funding, il faut qu'on sache s'adapter. Ça veut pas forcément dire qu'on a tout le temps ou tout le temps l'envie de travailler avec tout le monde, mais on travaille avec plein de types d'entreprises différents. Et forcément, en fonction déjà du besoin, en fonction de la nature de l'accompagnement qu'on définit, en fonction des territoires qu'on couvre, parce que la France n'est pas le seul territoire qu'on couvre, va y avoir énormément de changements. On fait des campagnes à 5 chiffres comme on en fait à 7. Ça dépend vraiment en fait des besoins, de la temporalité et encore une fois des régions. Au moins, ça permet de se rendre compte. C'est toujours parfois quand on voit aucun prix, ça permet aussi de se rendre compte que en fait chaque demande est particulière. Du coup, vous devez à chaque fois adapter par rapport à la demande. Donc, je comprends complètement ta réponse. Ouais, et puis ça nous ressemble pas, si tu veux, d'avoir un fascicule et de distribuer des offres comme ça en disant, bah voilà, c'est temps.
Non, faut qu'on comprenne le produit, faut qu'on comprenne ton business model, faut qu'on comprenne ton état de maturité, faut qu'on comprenne où est-ce que tu veux aller, quelle image tu veux véhiculer. Et en fonction de tout ça, on va articuler tout ça différemment. S'il y a énormément de vecteurs différents, de facteurs différents, pas de vecteurs, qui font qu'au final, tu vas te retrouver avec une telle offre ou une autre. En fait, on n'a pas de prix fixe. J'ai souvent des discussions parce qu'il y a aussi des créateurs qu'on gère en exclusivité. On a de temps en temps des discussions avec des personnes qui nous disent ouais, c'est combien le tweet, c'est combien la vidéo, c'est combien le machin. Pas comme ça que ça marche. Prenons le temps de découvrir vraiment comment est-ce que tu veux travailler, quels sont tes objectifs, comment tu fais de l'argent, comment est-ce qu'on peut t'aider. Parce qu'il y a aussi des cas, enfin, ça peut arriver qu'on ait des cas où on n'est pas forcément les plus pertinents. Mais on saura te dire voilà, ce partenaire-là pourra t'aider parce qu'on est dans l'industrie depuis longtemps et qu'on connaît pas mal de monde. Donc du coup, oui, et c'est ça qui est super intéressant. Alors c'est pour ça que tout à l'heure à l'introduction, j'ai un peu bugué, c'est que je connais, donc je voulais pas tout tout spoiler, mais que ce soit du contenu presse, les réseaux sociaux, vous fournissez, c'est très vulgairement dit comme ça, vous fournissez également des créateurs de contenu. L'événementiel, si je ne dis pas de bêtises, et surtout ce qui est très intéressant, je trouve, c'est lorsqu'on voit le panel de sociétés avec lesquelles vous travaillez, puisqu'il y a des sociétés en effet qui sont pas très tech. Je pensais à je crois que vous êtes avec Multiversix. Ouais. Et vous êtes aussi sur le projet Renault, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est quand même c'est pas des zones de chalandise, mais c'est quand même deux sociétés qui visent une clientèle qui est complètement différente et qui, je suppose, n'ont pas du tout le même. Enfin, si Renault, j'allais dire, ils n'ont pas le même but in fine. J'ai peut-être pas pris l'exemple le plus pertinent, mais de tête, il y a également Sorar. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que vous êtes à la fois sur des entreprises Web 2 qui viennent chercher le Web 3 et à la fois sur des sociétés très tech qui à l'inverse, viennent chercher des créateurs de contenu, des gens qui savent faire un peu de marketing, etc. Souvent, c'est la disette pour eux. Ils sont matheux, mais ils sont pas forcément littéraires ou communicants, en tout cas, quoi. Ouais, c'est plus le terme que j'aurais utilisé, pas forcément communicant. En fait, historiquement, on a vraiment commencé à travailler avec des entreprises qui étaient très tech parce que c'était notre passion de base. La blockchain et les cryptos, on est rentré dedans comme beaucoup de monde par souci spéculatoire au tout début, et on a fini, si vous voulez, vraiment accro à l'écosystème, à la technologie qu'il y a derrière, énormément de choses, vraiment assez complexes pour quelqu'un qui est pas forcément tout le temps dedans. Et donc, Multiversix, c'est un bon exemple, mais c'est un layer one parmi tant d'autres. C'est un type de technologie, enfin c'est un type d'entreprise avec qui on travaille. C'est une entreprise qui va fournir une suite d'outils qui permet à des développeurs de créer des smart contracts ou de créer des entreprises basées sur des smart contracts. C'est donc voilà, layer 1, ça peut être des layer 2, commence à y avoir des layer 3 maintenant. Ça c'est vraiment historiquement c'est le premier type d'entreprise avec qui on a vraiment travaillé. Et en fait, au fur et à mesure du temps, la technologie blockchain a commencé à se développer. Donc il y a eu des collections NFT. Alors, en réalité, les collections NFT, on a dû coopérer peut-être avec une ou deux dans notre histoire parce qu'on est malheureusement la majorité n'était pas vraiment pertinente. Mais Lacoste est un excellent exemple. Et en fait, pour être tout à fait honnête, Lacoste, ça a été une demande qui est venue de leur part auprès de nous, alors que nous, historiquement, on avait aidé que des entreprises purement tech. Et le fait de travailler avec Lacoste, ça a été un beau challenge parce que pour le coup, c'est des attentes qui sont radicalement différentes. C'est un discours qui est radicalement différent parce que quand tu travailles avec des sociétés comme ça, tu as 40% de marketing, 60% de compliance, hein, globalement. Il faut savoir s'adapter à ça et on est super content parce que ça a été la première collaboration qu'on a eue avec eux. C'était vraiment, on était au pic du bear market puisque je me souviens, c'était au moment où l'Ether a touché $900 il y a un petit peu plus d'un an, je crois. Et le truc a sold out en 48 heures. Mais parce que c'était bien travaillé en amont, ça faisait des mois qu'on travaillait avec eux, qu'on a travaillé le discours, qu'on a travaillé la propagation de ce discours-là. Et c'était un joli challenge qu'on a réussi à réussir, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a vraiment plein de types d'entreprises différents. Encore une fois, tant que ça a un rapport avec la blockchain, généralement on est assez fan du truc, mais on garde ce niveau de technicité aussi. Aujourd'hui, on travaille avec des service providers ou des types d'entreprises qui fournissent des oracles, par exemple, dans la blockchain. Les oracles, c'est pas forcément un truc hyper sexy comme ça, mais quand on se rend compte de la pertinence qu'ils ont aujourd'hui dans le monde de la finance décentralisée, c'est un type d'acteur qui est absolument capital. Pour autant, parler de flux de prix toute la journée,
c'est un truc qui est un petit peu difficile quand vous êtes en dehors de l'industrie, mais c'est un truc qu'on aime beaucoup parce que on est dedans et on est dans ce jus crypto en fait depuis des mois et des années, et on aime pouvoir, en fait, on aime bien travailler avec des produits comme ça parce que c'est complexe. Et qu'on aime bien aussi un petit peu se tuer le crâne à essayer de comprendre ces technos-là, mais on aime bien aussi expliquer ce que c'est. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est là pour, généralement, on est là pour faire naître une idée et pour la faire connaître. C'est-à-dire que on va travailler avec des corporates ou avec des grands comptes pour expliquer ce qu'est le monde de la blockchain. Dire, OK, vous avez peut-être entendu plein de choses sur la blockchain. On va recentrer un petit peu le discours, on va essayer de vous faire comprendre d'où ça vient, où est-ce que ça peut aller, où est-ce que c'est allé et où ça n'a pas marché, parce qu'il faut le dire aussi, et qu'est-ce que vous pourriez faire avec la nature de votre business. Et une fois qu'on a fait ça, s'il y a une envie de la part de ce partenaire-là de se lancer, nous, on n'est pas tech, tu vois. Par contre, on saura dire, OK, bah, ces personnes-là, vous pouvez travailler avec eux sur cet aspect-là, sur l'aspect technique, sur l'aspect légal, il y a ces personnes-là, sur l'aspect compliance, il y a ces personnes-là, sur l'aspect audit, bref. On saura. C'est ce que j'allais revenir sur l'aspect compliance et audit. Ça prend un certain temps, enfin, ça prend beaucoup de temps et tu as dit tout à l'heure, je crois 40% parfois ou 60%, l'un des deux. Et parfois, comme c'est des projets tout récents, comment ça se passe? C'est la procédure, en tout cas, chez H Consulting. La procédure de. Bah, comment vous faites pour vérifier si le projet est legit pour travailler avec lui, pour en parler, pour faire sa communication? Il y a plein d'aspects d'analyse, mais je ne veux pas tout dire, parce que ça fait partie aussi de ce qu'on fait. Mais en fait, c'est relativement simple, si tu veux, dans l'approche, parce que le premier constat, c'est, OK, est-ce qu'il y a quelque chose de pertinent? Est-ce qu'il y a un produit? Est-ce que ça permet de faire quelque chose? Est-ce que ça permet à l'industrie d'avancer dans un sens? Peut-être pas forcément le bon sens, hein, mais est-ce que ça permet à l'industrie d'avancer dans un sens? Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on peut le tester aujourd'hui? Est-ce que c'est juste une promesse? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut utiliser? Ensuite, on va regarder l'équipe. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des casseroles? Si oui, lesquelles? On va regarder tous les différents acteurs, les investisseurs. On va regarder en fait l'entièreté de l'entreprise, et surtout, on va poser la question. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas une association de loi 1901 ou une fondation suisse, comment vous faites pour faire de l'argent? Parce qu'à partir du moment où les mecs te disent oh, mais tu sais, ça vient, on fait ça par passion et tout, c'est que tu as un business model derrière qui est pas clair, donc ça veut dire que les mecs n'ont pas identifié, donc ils vont essayer de trouver une manière de faire de l'argent qui est pas forcément idéale et qui, la plupart du temps, va avoir une finalité qui n'est pas très positive pour la communauté. Et ça c'est non, ça on n'aime pas. Donc on regarde vraiment tous les pans du business associé et on pose plein de questions. Et si jamais il y a des questions auxquelles les réponses sont un petit peu évasives, ça se sent assez vite généralement. Mais c'est beaucoup plus le cas quand on est en cycle haussier. Là, sur les dernières périodes, il y a forcément moins de demandes. Donc naturellement, il y a aussi moins d'opportunistes. Donc il y a moins de comment? Il y a moins de temps qui est passé avec ça. Ouais, c'était un peu la question que j'avais en tête, parce que je me disais en bear market, ça doit aller pour faire le tri des gens qui se présentent et des différents projets. Et est-ce qu'en bull run, dans l'effervescence du bull run, je pense, qui est-ce qui nous avait évoqué une anecdote un peu comme ça? C'était Thibaut de Unchained Jobs qui nous avait dit que eux, en bull run, comme ça, malgré leur due deal, malgré, ils ont un ou deux projets où ils s'en sont rendus compte une fois que l'annonce était en ligne au tout début, quand ça a explosé pour eux au moment du bull run. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une erreur de jugement? Et ce qui m'intéresse plus, c'est comment vous rectifiez le tir derrière et comment, s'il y en a une, comment on s'exprime auprès de la communauté ou auprès des acteurs en question. Ouais, on a eu une erreur de jugement et c'est rigolo parce qu'elle est arrivée il y a quelques semaines. Je vais revenir dessus juste après. Mais en fait, pour répondre à la première partie de ta question, en bull run, c'est beaucoup plus difficile, entre guillemets, de travailler avec nous, dans le sens où on va avoir peut-être une vingtaine ou une trentaine de demandes par jour. C'est impossible à traiter. Humainement, c'est pas faisable. Déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, il va falloir, nous, qu'on priorise en fonction du temps qu'on a alloué, en fonction de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est en capacité de faire, et de ce à quoi on est en capacité de répondre. La due diligence, une fois qu'elle est faite,
Encore une fois, on pose plein de questions. Si les questions amènent des réponses qui sont pertinentes, on peut avancer. Si c'est pas le cas, on dit non et on passe à autre chose. Il y a un exemple, je les nommerai pas parce que les nommer, ce serait de leur faire de la pub et je ne veux pas le faire. Il y a un exemple qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et en réalité, si vous cherchez, c'est pas bien dur à trouver. C'est des personnes avec qui on était en contact depuis plusieurs années et qui ont repris contact avec nous en juin de cette année 2023 en nous disant voilà, on voudrait organiser une campagne de communication sur notre produit. Ils ont un produit qui est vraiment propre, qui est vraiment utile pour le coup, qui permet d'analyser plein de choses, qui permet de pas se faire avoir quand on fait de la DeFi et des choses comme ça. Ils nous ont dit voilà, on va avoir tant de budget pour faire de la communication sur telle période parce que il faut faire entre guillemets, faut expliquer ce qu'est le produit et faut faire monter la sauce entre gros guillemets parce que je crois que c'était, je sais plus, bref, je vais dire une date au hasard, parce que le 12 octobre, il va y avoir des nouvelles annonces produits et on veut que tout le monde soit au courant. Ah. Et ça c'était le discours qui a été tenu. On a posé plusieurs fois la question en disant ok, mais c'est des nouvelles produits, mais qu'est-ce qui va se passer? Dites-le nous concrètement parce que on peut peut-être aider à le crafter le discours, etc., etc. Et pendant 2 semaines ou une semaine, on a du coup lancé la communication. Jour fatidique arrive, 14h heure française, c'est une page d'ICO. Cachée, sans mandat de l'AMF, on n'était pas au courant, nos partenaires n'étaient pas au courant, catastrophe absolue. Donc, moi aussi, j'ai eu l'erreur de jugement. Voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est même pas forcément une erreur de jugement. Enfin, non. On peut dire que c'est une erreur de jugement parce qu'on aurait pu le sentir. Mais bon, à un moment donné, on n'est pas devin non plus. Voilà. On nous a menti et c'est malheureux, mais ça arrive. Et le truc, c'est qu'à partir du moment, et pour répondre à la deuxième partie de ta question du coup, à partir du moment où on l'a su, c'est relativement simple. On appelle tous nos partenaires en disant les faits. OK, ça devait être ça, ça ne l'est pas, voici ce que c'est. Si tu veux retirer ton contenu, on le comprend totalement et on ne tiendra absolument pas rigueur là-dessus. Ça, c'est la première étape parce que c'est notre priorité dans ce cadre-là. Et deuxième étape, c'est d'appeler le client en question en disant bonjour, vous nous avez pas donné ces éléments-là, ce que vous faites est absolument illégal, on arrête la collaboration. Point. Il n'y a pas de discussion en fait. À partir du moment où vous nous avez dit rouge et vous faites vert, bah on arrête de bosser ensemble en fait. Il n'y a pas de sujet. Et surtout quand ça reste de l'investissement, c'est de l'argent réel. Faut pas déconner non plus avec ces choses-là. Surtout quand vous le faites avec de la communication en France, où il y a l'autorité des marchés financiers qui est censée qui regarde tout ce qui se passe. Et il y a des règles à respecter. Vous les respectez pas, on travaille pas ensemble. C'est aussi simple que ça. Le truc, c'est que comme on le savait pas, on n'a pas pu réagir avant, et on n'a pu réagir qu'à partir du moment où on l'a su. Mais 2 heures après, les mecs avaient géobloqué la France, et aucun Français ne pouvait accéder au site. Parce que on les a mis devant le fait accompli aussi. Voilà. Ça peut être très rapide. Ça peut être très rapide. Et l'acteur en question a été retoqué par l'AMF d'ailleurs. Et j'ai pas eu d'infos à ce sujet-là parce que très sincèrement, j'ai arrêté de m'en occuper très très vite. À partir du moment où nos partenaires ont été prévenus et que on a fait en sorte de faire comprendre à tout le monde qu'on arrêtait de travailler avec cette entreprise-là, j'ai arrêté de suivre ce qu'ils faisaient parce que j'ai pas le temps ni l'envie de passer du temps auprès de personnes malhonnêtes comme ça. Tant mieux, hein, si se sont pris un tir de l'autorité des marchés financiers, c'est aussi pour ça qu'on a le régulateur. Mais c'est assez compliqué. Et moi, j'aurais une petite question sur l'année 2024. Comment vous voyez l'année 2024 chez vous, chez H Consulting? C'est une année où on continue de structurer, selon moi. On continue on continue de structurer toutes les offres qu'on a, tout ce qu'on peut faire pour nos clients, tous les contacts qu'on peut développer. C'est une année où on continue tranquillement à faire notre bonhomme de chemin et continuer à s'améliorer, puisqu'il y a toujours des choses sur lesquelles on peut s'améliorer ou toujours des nouvelles choses qu'on peut faire. Donc, ça dépendra aussi du marché forcément, puisqu'on a une activité qui est quand même assez corrélée au marché, surtout côté communication. Quand le marché est porteur, forcément, c'est plus intéressant pour nos clients de communiquer. Quand il l'est moins, on est les premiers à dire que c'est pas le meilleur moment. Donc, faudra aussi voir en fonction de ça. Mais bon, c'est un marché avec lequel on entreprend depuis plusieurs années maintenant, donc on est assez habitué à l'aspect cyclique de ces choses-là. Oui, c'est vrai qu'en bull run, il y a beaucoup plus d'annonces et même parfois, il y a tellement de bruit. Mais c'est vrai que pendant un bear market, il y a beaucoup de projets qui ne lancent pas
leur token, qui ne se lancent pas leur mainnet, qui préfèrent attendre en tout cas que tout le monde se lance et d'être sûr qu'on reparte en bull run. Et c'est vrai que pour l'instant, bah, ça se construit, mais ça sort pas. C'est pas public. Je sais pas comment ils peuvent savoir enfin, je sais pas trop comment ils peuvent savoir qu'on est en train de repartir en bull run, mais en tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Mais c'est logique d'un point de vue entreprise aussi, quoi. On est quand même repassé de 18 à 36, donc c'est forcément, ça n'arrêtait pas de baisser, et pour une fois, ça repart, ça a déjà doublé. Donc on peut espérer, en tout cas, ça fait des vagues, donc on peut espérer que les vagues grandissent vers le haut et arrêtent d'aller vers le bas. On ne sait pas si on repart en bull run, mais on peut dire qu'il y a déjà eu un pic comparé au bas précédent, quoi. Moi, j'avais une petite question. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Tu expliquais au début de l'interview que tu avais travaillé dans la tokenisation. Ouais. Et du coup, je suppose que tu n'es pas trop surpris de l'engouement et de la tournure des choses, et de comment les choses ont tourné pour la tokenisation et la mise en place de la tokenisation auprès de certaines grosses entreprises du secteur financier traditionnel. Je suppose que tu n'as pas trop de surprises du coup. Non, en fait, non, c'est pas une surprise, c'est plus une confirmation de biais que j'avais. Pour être honnête, non, la tokenisation est évidente pour moi. Le truc, c'est que bon, maintenant on appelle ça les real world assets. Oui. C'est une manière de le dire. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus propice. Pourquoi? Parce que la tokenisation en 2017, 2018, 2019, on n'avait pas le choix, on n'avait pas énormément de choix en fait dans les outils techniques qui étaient utilisables. Pourquoi c'est important? Parce que la majorité des entreprises qui lançaient de la tokenisation le faisaient sur Ethereum. Ethereum, à l'époque, c'était encore du proof of work, donc ça veut dire que toutes les transactions étaient extrêmement chères. Pour construire des business models où vous margez à, je dis n'importe quoi, à 5 ou 10% d'une transaction, alors que la transaction vous coûte 50 € sur Ethereum, c'est compliqué. Maintenant, avec toutes les suites technologiques qu'on a, que ce soit côté optimisme, que ce soit côté layer 2, que ce soit côté layer 1 autre que Ethereum, qui sont un petit peu plus optimisé d'un point de vue gaz, là c'est beaucoup plus pertinent. Purement côté technique, sans prendre en considération bien évidemment toutes les blockchains privées, Hyperledger et compagnie. Mais non, ça m'étonne pas. La tokenisation est à mon sens un des cas extrêmement pertinents de la blockchain aujourd'hui pour énormément d'aspects évidents. L'apport de liquidité. Moi, c'était de la tokenisation dans les métaux précieux. Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui d'avoir des jetons qui ont un sous-jacent audité et de les transporter comme tels sur une ledger, ou de se trimballer avec un lingot d'or? Voilà, je pense que c'est assez évident. Mais même sur le marché sur le marché du carbone, c'est hyper pertinent. Sur le marché des options, c'est hyper pertinent. Des obligations aussi, il y a tellement de choses à faire. Parce qu'en définition, on peut tout tokeniser. Ça ne veut pas forcément dire que tout doit être tokenisé, mais pour certains marchés, c'est véritablement pertinent. Par contre, il y a une chose qu'il faut quand même apporter, et qui est quand même assez comique, c'est que la tokenisation, par définition, c'est juste le fait de prendre un asset physique ou papier. Quand je dis papier, c'est tout ce qui est options, obligations, etc., et d'émettre un équivalent sur la blockchain. Le problème, c'est que si on fait ça, ça veut dire qu'il faut s'assurer du sous-jacent, du coup. Il faut s'assurer de la contrepartie, et ça, le fait de s'assurer de la contrepartie, ça passe par des entités centralisées. Donc au final, on a une technologie blockchain qui, par définition, se veut être décentralisée, mais on va être obligé de passer par un point de centralisation à cause des audits, ou grâce, ça dépend. Donc voilà, c'est un truc que je trouve assez rigolo, c'est je sais pas si c'est la centralisation de la décentralisation ou la décentralisation de la centralisation, mais c'est un truc qui est assez rigolo, qui est assez comique, je trouve. Est-ce que c'est vraiment utile de remettre la finance traditionnelle sur une blockchain? Enfin, toutes ces options et tout ça. Ça dépend quoi? Comment? Ça dépend quoi, encore une fois? Ouais, tout à fait. Mais on va dire, en fait, Ethereum, le gros problème, c'est que ce ne sera jamais scalable, et il faut un layer 2. Ouais, et du coup, moi, maintenant, en fait, Ethereum, je l'avais pas perçu comme ça, mais ça veut dire que ça marchera que par un layer 2. Pas forcément. En fait, il faut aussi voir comment ça évolue. On a des EIP, il y a des EIP qui sont créés assez régulièrement. Aujourd'hui, oui, c'est pas le plus pertinent si tu veux faire du volume de créer quelque chose sur Ethereum en direct. C'est plutôt pertinent de passer par un Starkware ou quelque chose comme ça. Mais ça va vraiment dépendre. En fait, ça va tellement vite. En réalité, la blockchain va tellement vite, ça change à une vitesse colossale.
on ne sait pas de quoi demain sera fait en réalité. Hein. Il peut, si toute la finance traditionnelle migre sur Ethereum, moi ça me va. Juste d'un point de vue gas fees, en l'état, je pense pas que ce soit faisable, mais ça va se spécialiser. Il y aura des layer 1 qui seront faits explicitement pour une industrie en particulier, qui auront des standards de compliance intégrés. Il y aura d'autres layer 1 ou d'autres layer 2 qui seront faits pour d'autres industries. Je pense que ça va vraiment se fragmenter, pardon, et se spécialiser, parce qu'encore une fois, c'est un outil. Et je pense que d'ici 10, 15, 20 ans, il y aura des blockchains faites pour la tokenisation, il y aura des blockchains faites pour la conformité, il y aura des ils sont déjà en train de... Pardon, je te coupe, mais ils sont déjà en train de le faire plus ou moins. Alors bon, avec si on se projette sur l'euro numérique, il y aura 2 euros numériques. Ils sont déjà en train de le faire un petit peu, de séparer l'usage de masse et l'usage institutionnel. Enfin, ils sont déjà, on dirait, un discours de complot. On dirait qu'on parle du grand méchant loup, hein, c'est sûr. Ouais. mais voilà, c'est déjà en train de se créer ce clivage-là, je trouve. Ouais, mais c'est normal parce que, oui. En réalité, tu te mets à la place d'un État ou d'une banque centrale. Une blockchain, c'est quand même quelque chose d'extrêmement cool. Alors, je vais pas rentrer dans le débat du George Orwell ou 1984, tout ça, mais on se met à la place encore une fois, d'un État ou d'une banque centrale, c'est pertinent. C'est vraiment pertinent parce que l'aspect traçabilité est excellent. Voilà, je suis pas forcément très enthousiaste à l'idée que ça se mette en place, mais c'est un autre sujet. Et oui, ça commence à se spécialiser, mais je pense qu'on est quand même qu'au début. Il y aura beaucoup de choses qui se développeront plus tard auxquelles on n'a même pas pensé. Et je vais prendre la question de Magali. Souvent, moi, c'était par rapport à la régulation. Comment tu vois la régulation de MiCA 2? C'est moi qui te la pique la question, mais comment vous regardez cette nouvelle loi qui approche? Alors, j'ai envie de te répondre pas forcément par rapport à MiCA, MiCA 2, peu importe. Mais j'ai plutôt envie de te répondre d'un point de vue régulation pure et simple. La régulation, à mon sens, est nécessaire. Il faut juste pas qu'elle soit punitive. Le problème, c'est que le degré de punitivité, si je puis me permettre un néologisme, le degré de punitivité va pas être vu de la même façon entre les professionnels d'une industrie et le régulateur. C'est un gros travail qu'on a fait sur les différentes lois qui ont été proposées par rapport à l'influence, notamment par rapport à l'influence dans la crypto, puisque le texte de loi originel était quelque chose qui allait complètement tuer l'industrie. Tout simplement parce que les personnes qui entreprennent ce travail de créer des lois n'ont pas forcément la réalité du terrain en face des yeux. Et c'est pas grave en soi. Un de nos objectifs, c'est aussi de pouvoir travailler avec ces personnes-là pour leur dire, on comprend qu'il faut réguler tout ça et très sincèrement, on est pour. Par contre, si vous le faites de cette manière-là, ça va flinguer l'entièreté d'une industrie. Il y a des manières de le faire qui sont un petit peu moins punitives. Donc en fait, encore une fois, la régulation, à mon sens, est nécessaire parce que, encore une fois, la majorité de l'industrie crypto est quand même pas régulée. Toujours, même si on a des frameworks qui se mettent en place, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, même si l'Europe a un peu d'avance. On va dire que la SEC ne sait pas trop où elle va de temps en temps. Mais c'est important de l'accepter, mais c'est aussi important de faire le travail auprès du régulateur pour que ce soit fait pour toutes les personnes qui ont décidé de dédier leur vie à cette technologie, à cette industrie-là. Parce que tu as une loi qui, pour une raison X ou Y, t'empêche d'exercer, tu tues une industrie dans un pays ou dans une région. C'est quand même dommage quand on voit tout ce qu'on peut faire avec. Donc, voilà, pour répondre à ta question, c'est quelque chose qu'on considère nécessaire et on a envie de faire en sorte que ça se passe bien pour l'industrie et tous les professionnels qui ont décidé de se lancer. Mais on avait discuté avec Arnaud Salomon de Montpellerin. Ouais. Basé en Suisse. Oui, ils sont basés en Suisse. Et du coup, il disait que la loi ne va pas changer, mais aussi après le prochain mandat. Et ça rassure beaucoup pour une société de voir à long terme sur la régulation. Et ça permet aussi d'entreprendre beaucoup plus. Donc c'est vrai que parfois, faut des lois, mais il ne faut pas qu'elles changent tous les 4 matins. Il faut pas qu'elles soient... un régulateur exceptionnel aussi, si je peux me permettre de mettre une nuance à ton discours.
Ouais, je vais être honnête avec vous, je suis pas forcément au fait des fines distinctions entre le régulateur français, le régulateur suisse et le régulateur européen de manière générale. Mais c'est l'aspect intéressant que tu apportes, Antoine, c'est le côté visibilité. Parce que pendant longtemps, et je pense que toutes les entreprises qui ont été créées en 2016, 2017, 2018 ne savaient pas trop où elles pouvaient aller. C'est-à-dire que je pense que c'est normal de savoir vers où tu veux aller en tant que fondateur, mais là où tu peux, c'est pas forcément évident quand tu travailles sur un terrain aussi fertile que l'industrie, que la légalité ou la non-légalité de l'industrie crypto. Je me mets à la place de Sorare par rapport à la loi Sorare, nommée en leur nom, je trouve que c'est assez rigolo, qui est en train d'être passé ou qui est passé, je sais plus. Rien que ça, j'imagine l'effort constant des équipes légales de Sorare et des équipes légales de toute entreprise crypto qui ne savent pas où elles vont. C'est difficile. Le fait d'avoir un framework et d'avoir une liste de règles à respecter, ça permet de se concentrer sur les choses pertinentes, quoi. Surtout que Sorare, ça rentre dans un peu les paris, paris sportifs, mais il y a eu une histoire avec des joueurs et et le déni d'initié. Enfin, faut faire quand même attention, et comme il y a aucun cadre et qu'il faut que ce soit fait quand même, parce que il y a des acteurs qui ont des cartes, hein, et c'est leur image, et ils peuvent quand même changer le cours d'une carte. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques petits. Enfin, c'est nouveau, hein, donc après, faut bien qu'il y ait des problèmes pour qu'on les corrige, hein, et s'il n'y avait pas de problème, ce serait quand même bizarre, hein. Donc, non, totalement, c'est bien dit. Pour les corriger. Mais c'était ma partie régulation. C'est important, de toute façon, on va devoir vivre avec, hein, et on vit déjà avec, donc c'est normal. Quel parcours tu as? Alors, tu nous as expliqué un peu la tokenisation, etc. C'est une petite question, ouais. C'est une marotte que j'ai. Mais quel parcours tu as, scolaire ou non scolaire d'ailleurs? Parce qu'il y a des gens qui dans notre écosystème, parfois, il y a grosso modo 2 profils qui se dégagent, les très scolaires et les pas du tout scolaires. Quel cheminement tu as eu et comment t'en es venu dans ton parcours professionnel à arriver au Web3 et au crypto? Alors, j'ai eu un parcours, j'ai envie de dire, scolaire, parsemé d'interruptions, on va dire ça comme ça. En fait, j'ai eu un parcours assez classique, dans le sens où voilà, il y a eu collège, lycée, basique. Après le lycée, je suis parti en prépa HEC, que j'ai totalement raté parce que je passais trop de temps à jouer aux jeux vidéo. Je vais être brutalement honnête. Et en fait, c'était une période où je savais pas trop où aller. Je suis tombé entre guillemets. J'ai recommencé après ça une école de commerce à Angers qui s'appelle l'ESCA. Angers, berceau de Cryptost, que je salue bien évidemment, et de Cube3 maintenant. Et en fait, c'est une formation d'école de commerce assez classique. J'ai découvert la crypto quand j'étais en première année. 2 personnes dans ma classe qui m'en ont parlé, et on devait être fin 2017, début 2018. Et ma première réaction, c'était de dire oui, Bitcoin, j'en ai entendu parler, ça m'intéresse pas tant que ça. Et ensuite, on m'a parlé d'un token. J'ai appris ce que c'était un token. J'ai mis toutes mes économies dedans à l'époque. Ça devait représenter peut-être 800 €. J'avais acheté un Ether entier avec ça à l'époque, et j'ai tout perdu en à peu près 6 mois. Il a Je suis resté pour la tech parce que j'avais pas le choix. Non, mais en réalité non, parce que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert l'aspect communautaire de la blockchain et du Web3, qui s'appelait pas Web3 à l'époque. Mais tu as tout perdu parce que tu avais mis un levier. Pas du tout. Non, parce que le projet a disparu. Mais tu t'es fait avec un wallet. Non, en fait, j'ai utilisé de l'Ethereum pour acheter des ERC20. Mais sauf que j'ai all-in sur un truc en particulier. Et ils se sont pas barrés avec la caisse, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un soft rug. C'est qu'ils n'ont rien fait, quoi. Et j'ai tout perdu. Mais j'ai commencé comme ça, en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à interagir avec les communautés. Je traduisais des articles anglais pour la communauté francophone, communauté dans laquelle il y avait beaucoup de personnes qui aujourd'hui
ont soit des gros médias en crypto ou ont soit des grosses entreprises. Le début de mon réseau en blockchain vient de cette communauté-là. Mais en fait, ils sont pas barrés avec la caisse, mais ils ont arrêté de bosser en vrai. Et voilà, le bear market a eu raison d'eux, mais le bear market de 2018-2019. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à rentrer dans le monde de la crypto. Et donc, quand je dis que je suis resté pour la tech parce que j'avais pas le choix, c'est pas tout à fait vrai. Ça me fascinait toujours. Et à partir du moment où j'ai vraiment commencé à comprendre Bitcoin, à comprendre le proof of work, à comprendre les débuts du proof of stake à l'époque, c'est le côté base de données décentralisée qui m'a vraiment fasciné. Et après, c'est le côté entrepreneuriat qui m'a aussi fait rester. C'est un mix des deux. C'est un vrai bonheur en vrai. Hein. C'est une industrie qui bouge dans tous les sens, qui va à une vitesse folle, mais on apprend excessivement vite parce qu'on n'a pas le choix et on a un Black Swan tous les 3 mois, quoi. Donc, faut réussir. Et puis, le crypto-fan, il est un peu, tu sais, comme le poisson rouge dans le bocal. On va dire que le crypto-fan, il est toujours à la base et à la fondation de ce que je fais, de ce que je suis. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est un doux mélange avec le côté entrepreneuriat parce que c'est le quotidien qu'on vit et pas que sur H Consulting bien évidemment, mais avec les différents associés que j'ai sur cette structure. Donc voilà, c'est un mélange de crypto-fan et d'entrepreneuriat, même si le terme entrepreneur est un peu galvaudé aujourd'hui. C'est la réalité. Je trouve qu'il est très très exact et un peu comme te disait Antoine en off. Moi, à l'origine, j'écris, mais je suis pas crypto. C'est en écrivant sur les cryptos que je me suis fait mon bagage. Ouais. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que oui, si tu as une fibre entrepreneuriale ou que tu veux un petit peu voir ce que tu peux donner toi-même, le Web3, c'est super intéressant pour ça. Enfin, moi, je sais que je me suis épanouie dans le côté challenge. Ouais, non, totalement. Et puis c'est un marché qui va tellement vite, ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses sur soi parce que il y a des énormes pics de stress. Il faut réussir à les gérer. Il y a des périodes beaucoup plus calmes. On se dit, OK, bon, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Plus trop maintenant, mais en tout cas à l'époque. Et c'est très volatile et pas forcément que sur la valeur financière des actifs, mais c'est volatile en termes d'activité, c'est volatile en termes de stress, c'est volatile en termes de gestion, c'est volatile dans énormément de choses. Et ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur soi, ouais, clairement. Et je pense que quelqu'un qui réussit à faire tenir une entreprise dans le marché de la crypto peut faire tenir une entreprise dans à peu près n'importe quel marché. Je suis pas sûr qu'il y ait un marché aussi violent en termes de hausse et de baisse que celui de la crypto, ou alors je le connais pas. Mais je pense que c'est une industrie qui est très formatrice de par sa nature volatile. Alors violent non, mais pour venir de 10 ans de restauration, l'industrie de la restauration a une adrénaline qui est comparable. Alors c'est rigolo parce que je faisais une réflexion à un de mes collègues l'autre jour, on sort complètement du sujet, mais pour clore et puis ça fait une petite ouverture, il y a une série qui est sortie, la 2e saison est sortie il y a quelques mois je crois, une série qui s'appelle The Bear, donc l'ours en français, qui est une série sur la gestion d'un restaurant. Qui a l'acteur principal a reçu plusieurs awards pour ça. Je conseille vraiment à n'importe quelle personne qui regarde cette interview et qui entreprend à côté de la voir parce que la gestion de l'équipe au sein d'une cuisine et la vitesse et le stress à laquelle ils vont, il y a des fois on s'y retrouve un petit peu et il y a des parallèles qui sont assez rigolos. Donc c'est marrant que tu mentionnes ça parce que j'y réfléchissais il y a encore quelques heures. Souvent, alors génial. Eh ben, merci Maxime d'avoir répondu à nos questions et d'avoir joué le jeu. Et puis, à bientôt. Plaisir de te revoir un de ces 4 sur la chaîne. Carrément. Merci beaucoup à tous les deux. Bon courage à vous.